Donc maintenant, nous allons parler de la souveraineté. La souveraineté, je vous ai dit, il y a 3 grandes théories de la souveraineté. Souveraineté absolue, souveraineté nationale, souveraineté populaire. Alors, la souveraineté absolue de droit divin, c'est quelque chose que Jean Bodin a essayé donc de théoriser en 1576. C'est lui qui a forgé ce concept de la souveraineté et qui sera indispensable désormais pour penser la philosophie politique. La souveraineté pour Jean Bodin, elle est d'abord double. C'est une souveraineté qui doit être extérieure et qui doit être intérieure. La souveraineté, c'est le pouvoir de faire et de défaire les lois à l'intérieur de son pays, à l'intérieur de ses frontières, mais aussi celui d'être respecté par les autres peuples, les autres États. Donc, tout cela, il l'explique dans les 6 livres de la République. Mais évidemment, à ce moment-là de l'histoire, République, ça a ce sens de res publica, de choses publiques, de l'État, et non pas la République érigée en tant que système, en tant que régime, comme nous l'avons aujourd'hui. Donc, pour Jean Bodin, il faut vraiment faire cette distinction, voilà, entre souveraineté extérieure et souveraineté intérieure. Alors évidemment, c'est pas la souveraineté extérieure qui nous importe, même si on va en parler brièvement. C'est donc ce droit qu'a chaque État d'être respecté sur la scène internationale. C'est-à-dire que eh bien, ces frontières ne doivent pas être violées, elles doivent être respectées, et la souveraineté, eh bien, elle doit être la même pour tous, c'est-à-dire que même si on a un petit royaume ou un grand empire, eh bien, on a la même souveraineté. Et c'est vraiment cette théorie-là qui va jeter les bases du droit international et qui va permettre au XVIIe siècle, eh bien, avec la paix de Westphalie, eh bien, de créer en fait les bases de la paix en Europe, d'une paix durable. Puisque là, bien sûr, plus personne ne franchit les frontières des États voisins sans connaissance de cause. Donc voilà. Ça, c'est une première chose. C'est une théorie qui reste controversée maintenant aujourd'hui parce que, évidemment, les souverainetés sont un peu relativisées par des puissances qui sont maintenant des superpuissances, de grandes puissances, et d'autres qui sont vraiment de toutes petites puissances. Et donc, du coup, forcément, on voit des grands États comme la Russie ou les États-Unis empiéter très souvent sur la souveraineté de petits États qui, pourtant, sont reconnus sur la scène internationale. Donc, cette théorie-là, mine de rien, elle est relativisée aujourd'hui. Mais la souveraineté intérieure, c'est bien ce qui nous occupe dans cette enquête que nous faisons. Souveraineté intérieure, pour Bodin, eh bien, elle doit être absolue, indivisible et inaliénable. Ça veut dire que le souverain, celui qui détient le pouvoir dans le royaume, donc à l'époque on est sur des royaumes, donc il va de soi que la souveraineté appartient au roi, que le titulaire de la souveraineté c'est le roi, et parce qu'en fait ça découle évidemment cette notion de souveraineté de la théologie judéo-chrétienne, dans laquelle seul Dieu est souverain de l'univers. Donc c'est une souveraineté qui se rapporte, la souveraineté politique se rapporte à cette souveraineté de Dieu, et donc elle est absolue, elle ne peut pas être divisée, et elle ne s'aliène pas, évidemment en fonction des circonstances particulières, elle doit vraiment être totale. Et puis, jusque 1762, cette théorie n'est pas remise en cause. On considère la souveraineté toujours comme cette absolue. C'est pour ça que Hobbes, lorsqu'il pense le contractualisme, comme nous l'avions dit, il pense qu'il faut que nous remettions notre pouvoir au moment du contrat social à quelqu'un de fort, etc. Et c'est comme ça, en fait, qu'il justifie, ces régimes qui sont monarchiques à son époque, justement parce que nous remettons notre pouvoir à un souverain plus fort qui doit exercer cette souveraineté qui doit être donc absolue, indivisible, inaliénable. Et 1762, c'est la date de la parution du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, qui va justement être une révolution théorique à ce niveau-là, puisque Rousseau ne considère plus la souveraineté comme appartenant en soi au souverain, au roi, mais que le souverain, c'est le peuple. Il est
le théoricien de la souveraineté populaire. Donc c'est un nouveau type de souveraineté qui apparaît à ce moment-là, et qui est de dire que le peuple rassemblé, uni par le contrat social, puisque les gens se sont tous associés les uns aux autres, et bien c'est ensemble qu'ils sont souverains. Et de là, en fait, émerge la volonté générale, qui n'est pas la somme des volontés particulières de chacun qu'on additionne et qui se fait un résultat, mais qui est le résultat de cette association, une forme générale en fait de volonté qui va émaner de cet ensemble. C'est l'accord, c'est sur ce sur quoi on est tous d'accord ensemble. Et donc la volonté générale, eh bien si c'est le peuple qui est bien le souverain, le titulaire de la souveraineté, eh bien forcément elle va s'articuler de manière différente, hein, parce que évidemment Rousseau n'est pas bête, il sait bien que avec des millions de personnes assemblées, on ne peut pas tous avoir le pouvoir et arriver à faire émerger cette volonté générale, donc il faut des paliers, il faut qu'il y ait des représentants du peuple, c'est bien des représentants du peuple, c'est important de le noter, qui vont pouvoir faire remonter et exercer cette volonté générale. Donc en fait, le souverain populaire, le peuple, eh bien, il est à la fois citoyen et il est sujet. Il est citoyen en tant qu'il participe aux décisions qui vont s'exercer sur tous et dont il va être le sujet. C'est une façon en fait qu'a Rousseau qui est brillante afin de réaliser l'idéal des Lumières qui est un idéal d'autonomie. Kant, lorsqu'il écrit « Qu'est-ce que les Lumières ?», il avait expliqué que les Lumières, c'est enfin cette humanité qui s'extrait de l'hétéronomie, donc hétéro l'autre, nomos la loi, donc enfin on ne tire plus notre loi de l'extérieur, de Dieu, de l'État, de ceci, de cela, mais que nous allons, nous arrivons à l'âge adulte de l'humanité, à l'autonomie, que nous sommes capables, de tirer notre loi de nous-mêmes. Et donc, pour réaliser cet idéal d'autonomie, Rousseau, lui, il va concevoir cette souveraineté populaire où nous participons à la vie publique par nos décisions, etc. Et donc, nous sommes citoyens, nous participons, et de ce que sera en fait la volonté générale auquel nous participons tous, nous allons l'accepter sur nous, puisque nous y avons participé, et donc dans ce cas-là, nous sommes sujets de la volonté générale. Et c'est ce qui fait que finalement, nous sommes réellement autonomes, puisque nous obéissons à la loi que nous nous sommes nous-mêmes prescrite, et c'est ainsi que Rousseau considère la liberté comme une obéissance à la loi que nous nous sommes nous-mêmes prescrite. Mais les républicains, même s'ils vont être inspirés fortement de cette théorie, ne vont pas ériger la République sur cette théorie. Parce que vous aurez bien compris que cette théorie-là, elle va avoir de grandes répercussions si on l'admet en fait comme la base de notre régime politique. Ça veut dire que ce sont les citoyens qui doivent du coup élire des représentants et que ces représentants, ils vont être soumis au peuple parce que c'est lui qui est le chef au final. Donc c'est le peuple assemblé, le peuple uni. Et donc ça ne va pas tellement plaire aux républicains qui finalement vont choisir une autre théorie de la souveraineté. C'est la troisième théorie que nous allons aborder, c'est la théorie de Sieyès, qui est la théorie de la souveraineté nationale. La souveraineté nationale, c'est un petit peu plus complexe, puisqu'en fait ça réside non pas sur le peuple réel, le peuple de vous et moi, mais sur la nation. La nation, qu'est-ce que c'est ? C'est très difficile à définir, c'est un concept, ou plutôt même une idée, c'est une abstraction. C'est, on pourrait la définir en tant que telle, la communauté d'êtres humains qui choisit de vivre ensemble selon le même ensemble de valeurs qui peuvent être, et donc en l'occurrence en France, de liberté, d'égalité et de fraternité, ou je sais pas, au Brésil, d'ordre et de progrès, etc. Et donc, pour Sieyès, c'est ça, c'est ce qu'il écrit en 1789 dans
qu'est-ce que le tiers-État? Avec cette fameuse phrase, eh bien, qu'est-ce que le tiers-État? Tout. Qu'a-t-il été jusque-là dans l'ordre politique? Rien. Qu'aspire-t-il à y devenir? Être quelque chose. Et donc, le tiers-État, voilà, pour lui, doit arriver, en fait, à être quelque chose. Mais en fait, quand Sieyès parle du tiers-État, il ne parle pas des petits pauvres, il parle des bourgeois. Des bourgeois, c'est la phrase de Barnave, Antoine Barnave, en 1788. Une nouvelle répartition des richesses doit amener une nouvelle redistribution du pouvoir. En fait, les bourgeois, les grands bourgeois, ceux qui ont l'argent, eh bien, vont demander leur part de pouvoir politique. Et c'est ça qui est vraiment en jeu au final dans la révolution de 1789. Là-dessus, je vous propose en fait d'écouter Henri Guillemin, qui est un historien qui vraiment est limpide sur la question de la Révolution française et qui nous montre en fait que au-delà de la propagande républicaine, hein, qui est bien normale en République, et bien que il y a des enjeux de pouvoir hein, très clairs, et que ce n'est pas une révolution du peuple, par le peuple, pour le peuple, mais que c'est plutôt une révolution des bourgeois, par les bourgeois, pour les bourgeois. Et en fait, justement, cette théorie de la souveraineté nationale, eh ben, elle va servir ce dessin-là. Puisque, ce que va dire Sieyès, c'est que eh bien, tout le monde n'est pas capable d'interpréter cette communauté de valeurs. Il y a des gens qui sont trop bêtes pour le faire, qui n'ont pas suffisamment d'intelligence, qui n'ont pas suffisamment de culture, qui n'ont pas les capacités, les compétences ou le temps de s'occuper de ça. Donc il est normal eh bien, que ce soit les meilleurs qui s'occupent d'interpréter les valeurs de la nation et de délibérer ensemble à comment les articuler pour le bien de tous. Parce que ce que trouve Sieyès, c'est que dans cette théorie de la souveraineté populaire de Rousseau, qui critique vraiment de manière acerbe, eh bien il y a une dérive démagogique. Il a peur qu'on en arrive à la démagogie, hein, que certains eh bien, manipulent le peuple justement pour se satisfaire eux-mêmes. Donc Sieyès, pour se prémunir contre les démagogues, dit non, ce doit être les meilleurs qui doivent interpréter la communauté de valeurs qu'est la nation pour servir le bien de tous. Et finalement, qui sont pour Sieyès, comme pour la plupart des républicains, ceux qui sont capables de ça, ben ce sont les riches. Hein. Ce sont ceux qui ont le temps de s'occuper des affaires publiques, qui ont du coup de la culture, parce que voilà, ils ont toute l'éducation pour, voilà. Et finalement, eh bien, donc Sieyès, il a une grande haine contre les nobles, et donc il pense que voilà, il faut cette redistribution du pouvoir selon la répartition des richesses dont parlait Barnave, pour justement en fait pouvoir accéder à cette aristocratie nationale. Donc, en fait, justement, les meilleurs exercent le pouvoir dans l'intérêt de la nation. Donc il doit y avoir que les gens votent pour qui sont les meilleurs. Donc ça, le suffrage reste important. Hein. Mais ça doit être des gens éduqués, donc le suffrage censitaire doit s'appliquer. Ce n'est pas le suffrage universel. N'importe quel pecno ne peut pas donner son avis. Ça doit être des gens qui ont les moyens de comprendre les choses. Voilà. C'est l'avis de Sieyès. Et donc, forcément, eh bien, ce sont les riches qui votent pour des gens dans lesquels ils ont confiance. Et au final, on obtient quoi avec une théorie de la souveraineté pareille? On obtient nécessairement une aristocratie. Et donc pour Sieyès, la souveraineté nationale, c'est vraiment la nation qui est souveraine, donc une idée abstraite, hein, cet ensemble de communautés de valeurs, les fameuses valeurs de la République hein, dont on parle, qui, selon la majorité, seront tirées d'une partie ou de l'autre. Hein, c'est vraiment précisément le problème hein, que je soulève dans
dans cette série, hein, c'est que on est tous les uns contre les autres finalement, à estimer les valeurs de la République d'une manière ou d'une autre, et à se casser la gueule sans arrêt là-dessus. On n'est pas d'accord sur les valeurs de la nation. Donc voilà, pour CIS, il y a ces valeurs de la nation qui doivent être interprétées par des gens qui ont la confiance du peuple. Mais on va voir en fait comment ça s'articule dans le prochain épisode pour en faire la République qu'on connaît. Et voilà pourquoi en fait il y a aussi ce quiproquo sur la démocratie. C'est que vraiment, là on est sur cette théorie, et vous remarquerez en étudiant les différentes constitutions des 5 républiques que l'on s'est tapé jusque-là, eh bien que à chaque fois on admet dans le préambule de la Constitution la souveraineté nationale et pas la souveraineté populaire. Donc c'est très très important comme distinction. Bon, maintenant on va passer à la suite. Je vous attends au prochain épisode. Salut, portez-vous bien.